Désormais, le regard carnassier de Rupert Murdoch se tourne vers Londres. Il se dit que c'est le bon moment pour passer aux choses sérieuses. Depuis 15 ans et son stage au Daily Express, Murdoch n'a jamais oublié son défi, celui de racheter le Daily Mirror. Alors, il recrute Lord Cato, qui est le banquier d'affaires de la reine en personne, pour qu'il le familiarise avec le monde financier britannique, qui est complexe, parce que la City, c'est le nombril du monde pour le monde financier, et aussi pour qu'il surveille la prochaine opportunité sur laquelle le tigre Murdoch va pouvoir se jeter. Et lorsque Lord Cato lui dit en octobre 68 que Robert Maxwell, le grand mania de la presse, veut racheter le News of the World de son cousin éloigné Sir William Kerr, Murdoch fonce bille en tête. Robert Maxwell, c'est pas n'importe qui. C'est un fils de maquignon slave de Ruthénie qui s'appelait à l'époque Jan Ludwig Hock. Et bien sûr, il se porte acquéreur, comme d'à peu près tout ce qui se vend à Londres. C'est un self-made man qui est proche de Moscou. Je vous invite à regarder un très bon film qui s'appelle Tetris, où on le voit racheter les droits pour le monde entier du jeu Tetris à Moscou. C'est un homme, pourquoi il est proche de Moscou? Il a perdu toute sa famille dans la Shoah. Il a épousé une femme française, qui est historienne d'ailleurs de la Shoah, et elle lui a donné 9 enfants, dont la petite dernière, vous la connaissez j'en suis sûr, elle est née en 1961, c'est la prunelle des yeux de Maxwell, elle s'appelle Ghislaine. On la retrouvera plus tard dans notre histoire avec son ami Jeffrey Epstein. Mais son père, Robert Maxwell, il commence en vendant des revues scientifiques allemandes à l'étranger, parce que c'est interdit après-guerre, et il rachète comme ça en 51 un petit éditeur britannique qui s'appelle Pergamon Press. Et là, il fait fortune en vendant des encyclopédies, en vendant des revues scientifiques dans le monde entier. Et malgré ses manières, son arrogance, il est finalement élu député travailliste en 64, juste après avoir battu Rupert Murdoch en soirée dans un poker endiablé en 63. C'est l'année d'ailleurs où la mère de Rupert Murdoch a été élevée par la reine Elisabeth II au rang de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique pour ses nombreuses œuvres philanthropiques, qui ont beaucoup servi d'ailleurs à Rupert Murdoch pour avoir un réseau puissant à Londres. Mais Murdoch ne veut pas laisser passer l'occasion, ne veut pas se coucher devant Maxwell. Alors, dans la journée, il vend son appartement de Sydney, il embarque à Londres Anna, sa femme, qu'il a épousée il y a 5 mois seulement, qui vient d'accoucher de la deuxième fille de Rupert Murdoch quelques semaines plus tôt. Et en débarquant, il découvre que le News of the World, qui est à l'époque l'hebdomadaire le plus vendu au monde, on parle de 6 200 000 exemplaires, est à sa portée. Alors, immédiatement, sur les conseils de Cato, il rachète 49% des droits de vote de Kerr pour le soutenir face à Maxwell. Et évidemment, l'objectif de Murdoch à terme, comme Maxwell, c'est le contrôle de ce tabloïd. Mais Rupert a réussi à convaincre William Kerr qu'en fait, il venait comme chevalier blanc. Sauf que Murdoch est venu leur raconter que Maxwell était un immonde personnage qui fait de la vente forcée d'encyclopédies en Australie. Il a aussi joué sur l'antisémitisme de Kerr. Lui qui défend la politique d'Israël, c'est un comble, mais ce Kerr admire la mère de Rupert Murdoch. Il a connu son père, et donc il sait exactement comment le manœuvrer. Résultat, à l'Assemblée Générale des actionnaires de News of the World le 2 janvier 1969, Murdoch et Kerr arrivent main dans la main, ils battent Maxwell. Et là, Maxwell dit « Jamais une aussi grande baleine n'a été capturée par un si petit poisson ». Murdoch s'en souviendra. En mai, il oblige Kerr à démissionner, contrairement à ce qu'il lui avait promis, parce qu'il veut être seul maître à bord. Et là, il va vite démontrer à quel point sa course au sensationnel peut lui procurer un pouvoir à la fois politique, mais aussi économique, en s'appuyant sur une assez vieille affaire. Tout l'été 69, Murdoch impose son style dans la presse britannique en publiant en feuilleton, dans le News of the World, les mémoires de Christine Keller, et a ruiné, donc elle lui a vendu à prix d'or quelques feuillets. Cette femme avait partagé en 61, quand elle avait 19 ans, quelques mois d'amour avec le flamboyant secrétaire d'État à la guerre, l'incontournable conservateur John Profumo, alors qu'en même temps, elle entretenait une liaison avec un agent secret soviétique, Evgeny Ivanov. Toutes ces joyeuseries avaient débuté autour d'une piscine dans un monument historique qui s'appelle Cliveden, où Lord Astor, un ami de la reine, reçoit tous les grands de ce monde. Et tout Fleet Street, le quartier de la presse à Londres, est assez vite au courant. Mais en 61, on ne parle pas de la vie privée des puissants, même dans les tabloïds. Lui, Murdoch, s'en serait jamais privé. Et en décembre 62, l'ostéopathe des stars et de la famille royale, qui s'appelle Stephen Ward, voit d'un coup sa maison criblée de balles par un petit Caïn qui avait été conduit par sa maîtresse, donc Christine Keller,
quelques jours plus tôt. Keller vit chez Stephen Ward parce qu'en fait il lui organise concrètement ses passes. Et là le MI5, le renseignement britannique, avait en fait essayé de retourner Ivanov, d'en faire un transfuge. Donc ils ont prévenu Profumo dès août 62. Ce dernier a écrit une lettre écrite à Keller pour mettre fin à leur liaison. Seulement en octobre 62, c'est la crise des missiles de Cuba. Et là, pour faire taire les rumeurs qui suivent l'absence de Christine au procès de son fameux amant jaloux, Profumo doit faire en mars 63 une déclaration solennelle devant la Chambre des Lords pour nier avoir eu une liaison et mis en danger la sécurité nationale. Christine essaye d'aller vendre sa fameuse lettre pour prouver l'inverse, mais Profumo doit démissionner en juin. Et d'ailleurs, il se lance dans l'aide sociale, il fait pénitence jusqu'à la fin de ses jours, on ne le reverra plus jamais. Mais désormais, la voie était ouverte pour News of the World, qui a publié les toutes premières confessions à l'époque de Christine. Là, elle présente Ward, qui est le grand ami de tous les puissants, comme un prédateur sexuel, comme un pantin de l'URSS. Et là, le gouvernement Macmillan, conservateur, remporte certes le vote de confiance qui fait suite à cette affaire, mais la presse tabloïde se déchaîne, parce qu'elle a compris, elle a vu le sang, elle a compris que cette affaire Profumo avait fait exploser ses ventes. Et juste après avoir entendu les réquisitions lors de son procès pour proxénétisme, fin juillet 63, Ward se suicide en se gavant de somnifères. C'est le prix du scandale. À la veille de la conférence des conservateurs, Macmillan, le Premier ministre, démissionne. Il pense même qu'il a chopé un cancer, tellement cette affaire l'a usé. L'année suivante, les travaillistes reprennent le pouvoir, et c'est 5 ans plus tard que Murdoch récupère News of the World et réalise chaque semaine 300 000 ventes supplémentaires du numéro 1 mondial des tabloïds, lorsque Keller expose les détails les plus sordides de l'affaire Profumo. Ça a un intérêt pour Murdoch, c'est que ça lui permet de plus vite rentabiliser son investissement, et il missionne à cette époque Lord Cato pour acheter très discrètement des actions d'IPC, International Publishing Corporation. C'est le plus grand groupe d'édition du monde à l'époque. Il est basé à Londres, il comprend 200 journaux et magazines, dont le Sun, dont les rachats de ces journaux et de ces magazines ont été financés grâce au succès du Mirror, le Daily Mirror, dont l'influence sur la monarchie et sur la vie politique britannique est gigantesque. On dit même, encore aujourd'hui, que ce sont les critiques du Mirror contre Winston Churchill après-guerre qui ont provoqué l'effondrement de son gouvernement en 1945. C'est le quotidien britannique le plus vendu, c'est aussi le plus profitable, et depuis 1963, il est dirigé par un patron de presse absolument mégalomane qui s'appelle Cecil Armsworth King, qui, à la surprise générale, va se faire débarquer par ses actionnaires après la révélation d'un putsch, d'un coup d'État qu'il avait voulu organiser pour prendre le pouvoir politique, parce qu'il estimait que finalement, en étant présent à chaque coin de rue, à chaque corner avec ses médias, il devait mécaniquement pouvoir renverser le Premier ministre élu, qui à l'époque s'appelle Harold Wilson. Alors, comment il s'y est pris ? Un peu maladroitement en fait. Il a réuni des lords très puissants, sans leur dire de quoi il s'agissait, et là il leur a suggéré d'évincer Wilson et d'installer Lord Mountbatten au 10 Downing Street. Mountbatten, c'est pas n'importe qui quand même, c'est un ami de la reine, et il n'est pas totalement partant. Mais un des comploteurs publie en une du Guardian la conversation, pour que King puisse à son tour publier un édito dans le Mirror qui appelle tout bonnement à la destitution de Wilson par une action extra-parlementaire. Là, la reine réagit en off, dans les couloirs, et le conseil d'administration d'IPC doit demander immédiatement la démission de King parce qu'il a porté atteinte à la couronne, au gouvernement britannique et donc à l'intérêt du groupe. Seulement, il refuse et finalement, on le vire pour le remplacer par son adjoint, qui est un homme assez inexpérimenté, un futur lord qui s'appelle Coudlip. Et là, le petit actionnaire Rupert Murdoch, évidemment, va très vite trouver Coudlip et lui proposer de racheter le Sun, parce que Murdoch cherche un quotidien pour rentabiliser l'imprimerie de son hebdomadaire News of the World, faire des économies d'échelle et avoir encore plus de muscles financiers. Il avait très bien prévu son coup quand même, parce qu'il est d'abord allé voir les syndicats, Murdoch, pour se les mettre dans la poche. Les syndicats sont allés menacer Coudlip d'une grève générale s'il refusait de vendre le Sun à Murdoch. Et là, ce que fait Rupert Murdoch, c'est une affaire en or. Parce qu'il récupère un quotidien au tirage d'1 million d'exemplaires pour seulement 500 000 livres. Et il en paye d'ailleurs que 10% cash. En novembre 69, quand il lance le nouveau Sun, Murdoch transforme complètement le média et va obtenir la croissance la plus rapide d'un titre depuis l'armistice. En un an, il double la diffusion. Il va même dépasser en 78
le Daily Mirror, pour culminer dans les années 80 à 4 millions d'exemplaires. Et jusqu'en 2021, le Sun était le journal le plus vendu du Royaume-Uni. Alors, comment Murdoch s'y est pris? Déjà, il a donné une consigne très claire à l'éditeur qu'il a nommé à la tête du Sun. Je veux un titre qui tire des larmes et avec plein de nichons à l'intérieur. La promesse a été tenue, puisque vous connaissez tous, j'imagine, la fameuse page 3, qui est lancée en 70, qui caractérise le style Murdoch avec une pin-up seins nus. Et vous connaissez aussi, j'imagine, le crime, le bizarre, le show business, le sexe, le sport, ce mélange qu'il a mis dans le Sun et qui s'est retrouvé ensuite dans tous ses médias. Ça a marché puisque, je vous le disais, son audience a doublé en un an, elle a triplé en 3 ans. Et c'est finalement le résumé, ces premières années, ce nouveau Sun, de la Murdochisation. Parce que lui, il assume que ces titres ne sont là que pour gagner de l'argent, que pour accroître sa capacité d'influence, et pas pour servir un intérêt général qui, pour lui, n'a aucun sens. Et d'ailleurs, Murdoch assure la promotion de ses journaux avec des campagnes de pub qui sont massives, qui sont scandaleuses, provocantes, tapageuses. Il y en a une, par exemple, qui est restée dans les annales, qui s'appelle la Pussy Week in the Sun. En fait, il mettait des photos de chats en une tous les jours. C'est drôle, c'est honteux, mais ça a très bien marché. Et très rapidement, le Sun devient l'un des médias les plus rentables au monde. On parle de presque 70% de bénéfices. Moi, à part le Canard enchaîné, j'ai jamais vu un média qui, dans la durée, peut égaler une telle rentabilité. Et c'est grâce à ce journal que Murdoch va pouvoir créer son empire. Alors, bien sûr, comme tout succès, il y a un coût, il y a des jalousies. Et on traite Murdoch de pornographe dans toute la bonne société londonienne. David Frost l'invite dans sa grande émission satirique London Weekend Television et le traite de fouille-merde, de dirty digger. Alors, c'est pas faux, mais Rupert Murdoch va en garder une rancœur à vie contre ce grand intervieweur qui sera le plus célèbre de la télévision anglo-saxonne et l'homme des longs entretiens avec Nixon plus tard sur le Watergate. Dans la foulée, on peut dire que l'establishment britannique s'en est donné à cœur joie. La voix de la gauche parlementaire, qui s'appelle The New Statesman, qualifiait le Sun de feuille de merde, et Elisabeth II, la reine, en a toujours voulu à Murdoch et à ses journaux d'avoir exposé en une du News of the World sa fille, la princesse Margaret, avec son amant en 76, et puis d'avoir été le premier à montrer, sans se concerter avec Buckingham Palace, Lady Diana en 1980, quand elle a rencontré le prince Charles. Murdoch, de toute manière, profite de ces journaux pour exprimer son anti-monarchisme primaire. Il traite toujours l'actualité de Buckingham avec ce parfum de scandale. Vous trouvez d'ailleurs, si vous avez vu la série The Crown sur Netflix, la saison 2 et 3, il y a des détails passionnants sur les rapports de pouvoir entre les journaux et les gouvernements dans les années 60 en Grande-Bretagne. Et en fait, la présence de Murdoch plane partout. Pour ce qui est du Daily Mirror, en fait, il s'est jamais vraiment remis du succès phénoménal du Sun. Et plutôt que de le racheter, son vieux rêve, Rupert a préféré écraser son jouet. En 70, quand Cudlip organise la prise de contrôle d'IPC par son imprimeur, le papetier Reed, ce qui crée un consortium qui s'appelle Reed International, eh bien, il va racheter de très nombreux titres, ce consortium. Il va devenir un des leaders mondiaux de la presse professionnelle, des événements, des salons, des foires, qui s'appelle aujourd'hui Relx. Mais en 74, ils ont créé 2 sociétés. Une pour les magazines et une pour le Daily Mirror. Et 10 ans plus tard, IPC est au bord de la faillite, en 84. Parce que les caisses ont été tout simplement vidées par les habitudes excentriques des rédacteurs du Daily Mirror, qui est le journal depuis toujours, qui soutient le parti travailliste. Mais ces rédacteurs en chef et ses équipes vivaient de généreuses avances de frais en liquide, ils misaient tout leur salaire au jeu. Et Robert Maxwell, lui, le principal opposant de Murdoch à ce moment-là, un peu le soviétique face à l'Atlantis si on veut, il en profite pour racheter Reed International. Et il va entreprendre finalement une ridicule course à la murdochisation de son contenu pour reconquérir des lecteurs passés au Sun. Il signe aussi, d'ailleurs, comme Rupert Murdoch, un édito. Il change la couleur de son logo pour essayer de ressembler davantage au daploïde de Murdoch. Mais ça ne marche pas. Murdoch a un secret, une magie, une mayonnaise qui fonctionne et que Maxwell ne sait pas user. D'ailleurs, le Daily Mirror, vous savez, c'est ce titre contre lequel le prince Harry a porté plainte pour piratage téléphonique. Et dans son témoignage au procès en 2023, il a déclaré avoir connu l'hostilité de la presse tabloïde depuis sa naissance. Et il accuse d'ailleurs les tabloïds d'être directement responsables de la mort de sa mère, puisque sous le pont de l'Allemagne en 97, elle était poursuivie physiquement par les paparazzis de ces tabloïds. Le prince Harry, il a même qualifié le comportement des journaux
tabloïd d'ignoble, et en précisant sa pensée, il a dit que d'après son expérience, tous les membres de la famille royale se voyaient en fait attribuer un rôle spécifique par les tabloïds. Alors il y avait le prince playboy, il y avait le raté, lui dans son cas je cite le tricheur, le buveur minable, le toxicomane irresponsable. Et selon lui, aujourd'hui au Royaume-Uni, ils sont très nombreux, les citoyens britanniques, à penser ça, à penser comme les tabloïds. D'ailleurs, en décembre 69, quelques mois après avoir repris le News of the World, il y a 2 voyous qui projettent de kidnapper la femme et la fille de Rupert Murdoch pour lui demander une rançon. Ils sont au fait de cette puissance, mais ils se trompent. Et ils enlèvent finalement la femme d'un cadre de News Corp à qui Rupert Murdoch avait prêté sa Rolls-Royce pour les vacances de Noël. Cette femme s'appelle Muriel McKay et elle finit par être assassinée. Et puisque Murdoch sait à ce moment-là qu'il ne pourra jamais gagner l'estime de l'opinion publique, eh ben il décide, bravache, australien, de forcer le respect de l'opinion publique par son influence politique, par ses journaux. Et il attribue dans ses journaux, sans aucune vergogne, la responsabilité du meurtre de la pauvre Muriel McKay à la politique migratoire du gouvernement travailliste. Anna Murdoch, qui est une fervente catholique, s'en remettra probablement jamais. Elle sombre dans une dépression assez grave et elle écrase mortellement, au volant de la Rolls toujours de Rupert Murdoch, une vieille dame. Là, Murdoch arrive à étouffer l'affaire, même dans la presse concurrente. Et puis finalement, Anna donne coup sur coup naissance à leurs 2 fils. En 71, c'est Lachlan. En 72, c'est James, les fameux 2 héritiers, vous savez, qui vont se déchirer pour la succession de Rupert Murdoch.